Alors, cette vidéo va être consacrée à l'aspect mathématique de la résolution de l'équation différentielle régissant l'évolution d'un système mécanique linéaire à un degré de liberté amorti forcé. Voilà. On a utilisé le pendule de Paul. Alors on va continuer avec ce dispositif là. Alors je vous rappelle des vidéos précédentes qu'on a utilisé, on a modélisé une force, plutôt un moment de rappel appliqué par le ressort spiral sur le disque sous la forme moins c phi, où phi est l'angle de déviation du disque, plus précisément du pointeur par rapport au zéro, l'équilibre, et un c qui est le coefficient de torsion du ressort spiral. Bien sûr, on a aussi utilisé ce qu'on appelle un moment de force de frottement ou couple de freinage électromagnétique sous la forme moins alpha phi point. C'est-à-dire on a supposé ici que ce couple de freinage est proportionnel à la vitesse angulaire du disque, puisque c'est un mouvement de rotation avec un alpha qui est le coefficient de frottement. Voilà. Alors, la nouveauté ici, c'est que le système est soumis à un moment extérieur. Voilà. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai montré le moteur qui a une roue à laquelle est attaché un bras qui fait osciller le disque. Voilà. Alors on peut modéliser ce moment-là par l'expression, cette expression-là, M0 sinus oméga de t, avec oméga 0 c'est M0 plutôt, c'est le moment de la force, et oméga c'est la pulsation avec laquelle la roue tourne pour faire osciller le système. Alors oméga c'est une valeur qui peut être réglée. Voilà. Alors bien sûr, l'équation régissant l'évolution du mouvement du système s'écrit sous cette forme. Alors I phi du point Z, c'est le moment d'inertie du disque, égal à la somme des moments. Alors cette fois-ci on a trois moments: moment de rappel, moment de freinage et moment extérieur. Voilà, M0 sinus oméga. Bien sûr, en réarrangeant cette expression, en mettant les termes en phi de ce côté-là, alors M0 sinus oméga de t est relégué un deuxième nombre. Voilà. Bien sûr, ici on divise par IZ et on change de notation. On va mettre C sur IZ égale à oméga 0 au carré. Donc oméga 0 c'est la pulsation propre du système. Alpha sur IZ, on va le remplacer par 2 gamma. Avec gamma c'est le facteur d'amortissement. Et pour ne pas traîner avec ce terme-là, M0 sur IZ, on va le remplacer par DZ. Voilà. Alors on tombe sur une équation plus ou moins agréable. Phi, je m'excuse, phi 2 points plus oméga 0, phi plus 2 gamma, phi point égale à D0 sinus oméga t. Voilà. C'est une équation différentielle du second ordre linéaire avec un coefficient constant, puisque oméga 0 et 2 gamma ne changent pas au cours du temps, mais cette fois-ci avec un second membre qui n'est pas nul. C'est pour ça cette équation est appelée équation non homogène. Alors rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, on a traité cette équation-là, mais avec un terme ici qui est nul, et cette équation-là, la solution est appelée la solution homogène. C'est pour ça j'ai mis cet indice H pour homogène. Voilà.
Et on a trouvé les solutions, bien sûr, les trois types de solutions. Maintenant, on a une solution, une équation différentielle non homogène. Alors, on suppose qu'elle admet une équation, une solution, ce qu'on appelle phi p. Alors, c'est une solution que les mathématiciens l'appellent une solution particulière. On va voir pourquoi on l'appelle ainsi. Alors, la solution particulière, c'est la solution qui vérifie cette équation-là. Voilà. On a deux solutions. La première, c'est la solution homogène. La deuxième, c'est une solution particulière à l'équation non homogène. Alors maintenant, on va montrer que la solution générale, c'est-à-dire la somme des deux solutions, c'est-à-dire la solution homogène et la solution particulière, qui peut s'écrire sous cette forme phi de j égale à phi de h plus phi de pi, et aussi une solution de l'équation différentielle non homogène. Alors comment faire? Alors c'est simple, on peut faire la somme de ces deux équations, terme à terme, le premier terme avec le premier terme, le deuxième terme avec le deuxième terme, et on se retrouve avec cette expression. Sauf que on peut remarquer que ces termes-là, phi h plus phi p, voilà, c'est la dérivée deuxième de phi g, c'est l'équation, la solution elle-même, et c'est la dérivée une fois par rapport au temps de phi de g, et on se convainc facilement que phi de g est aussi une solution. Alors l'objectif est de dire que à chaque fois qu'on doit écrire la solution d'une équation différentielle non homogène, alors on doit faire la somme des deux solutions, la solution à l'équation homogène plus la solution particulière, sinon on aura des problèmes dans c'est-à-dire la généralité de notre solution. Voilà. Alors, bien sûr, pour la solution homogène, qui est solution à cette équation avec un second membre qui est nul. Alors je vous rappelle juste les résultats qu'on a trouvés dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire dans le cas d'un système amorti mais qui n'était pas forcé. Alors, je vous rappelle ici les trois types de solutions. On a la solution pour un amortissement fort qui donne un mouvement apériodique. Voilà, c'est l'expression là, avec c'est la condition que gamma est supérieur à oméga 0, l'amortissement fort. Le deuxième cas de mouvement, c'est le mouvement critique, c'est lorsque gamma est égal à oméga 0. Voilà cette expression-là avec un terme linéaire en t. Et troisièmement, le cas où gamma est inférieur à oméga 0, c'est-à-dire un amortissement faible et qui donne un mouvement oscillatoire A amorti. Voilà, avec C et θ sont des constantes à définir par les conditions initiales. Et sur oméga A, c'est ce qu'on appelle la pulsation ou la pseudo-pulsation du système. Voilà. Alors, maintenant, la solution particulière, elle est de quelle forme? Voilà. On doit trouver cette forme. Et pour cela, je vais faire un petit rappel tiré d'un livre que je vous recommande. Il s'appelle, voilà, c'est un livre de mathématiques pour les ingénieurs et même pour les physiciens, les mathématiciens. C'est calcul différentiel et intégral de Piskunov. Ça veut dire traduit du russe en français. Alors, il est, c'est-à-dire à mon avis, c'est un livre très bien écrit et ce qui le rend c'est-à-dire attirant pour quelqu'un d'ingénieur, c'est qu'il donne
des exercices ou bien des exemples tirés de la physique ou c'est-à-dire de problèmes d'ingénieur. C'est pour ça il est important pour un ingénieur de voir les applications mathématiques sur le domaine physique. Alors, je vais vous montrer les pages où il traite de la résolution des équations différentielles. Voilà, à partir de cette page. Voilà, équation linéaire non homogène du second ordre à coefficient constant, c'est le cas. C'est notre cas, voilà. Mais, voilà, à partir de, voilà, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle la méthode de la variation des constantes à arbitraire. Alors, c'est quoi alors, avant de passer à cette méthode, alors je dois dire que si on a une équation différentielle du second ordre linéaire, voilà, en termes de y, parce que les mathématiciens utilisent le y en fonction avec une variable n indépendante x. Alors la dérivée deuxième de y par rapport à x plus a1, c'est un coefficient qui peut aussi être dépendant de x. Y' x plus a2 yx égale à f de x. Alors la solution générale, comme je viens de le dire, c'est la solution y bar, c'est la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire f de x égale à 0, et y étoile, c'est une solution particulière quelconque de l'équation y de x. Voilà. Maintenant, avec y bar, bien sûr, on a trouvé que la solution de l'équation homogène est, c'est-à-dire on trouve deux solutions, y1 et y2. Alors la solution générale de l'équation homogène, c'est une combinaison linéaire des deux solutions, avec C1 et C2 sont des constantes à définir par les constantes arbitraires. C'est ce qu'on a fait avec le système A amorti. Bien sûr, la solution générale s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire la solution homogène plus la solution particulière. Alors, pour trouver la forme de la solution particulière, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de la variation des constantes arbitraires, qui consiste à chercher une solution particulière sous la forme y étoile égale à c1 y1 plus c2 y2. C'est la même chose que pour une solution homogène, mais cette fois-ci, on considère que c1 et c2 sont des fonctions de x. Alors on va prendre C1 et C2 dépendant de x. Voilà, c'est l'idée principale de la méthode de la variation des constantes à arbitraire. Voilà. Alors je peux vous montrer ici comment dans le livre il procède. Voilà. Alors que vous avez la vidéo devant vous, vous pouvez faire une pause et voir la méthode. Et carrément vous allez voir le livre lui-même. Voilà. Je vais juste vous montrer quelques parties de cet enchaînement-là. Voilà. Et il donne même des exemples. Voilà. Mais alors, la méthode de la variation des constantes arbitraires est une méthode générale de recherche des solutions des équations différentielles non homogènes, même celles avec coefficients non constants. Voilà. Bien que cette méthode peut ne pas marcher avec certains types d'équations différentielles à coefficients variables, mais si l'équation différentielle est à coefficient constant, comme c'est le cas comme son S, comme c'est le cas ici, il est parfois plus simple de trouver une solution particulière sans avoir recours à cette méthode. En fait, si f de x est de la forme p de nx exponentielle alpha de x avec p de nx d'un polynôme de degré n. Alors alpha, c'est, je
juste pour ne pas confondre avec le coefficient d'amortissement. Alpha c'est une constante, j'aurais dû le changer, mais j'ai suivi le symbolisme utilisé par le ce niveau-là. Voilà. Mais alpha, il faut se rappeler que c'est une constante qui peut être complexe. Voilà. Alors, pour la solution, on a les conditions que si alpha n'est pas solution de l'équation caractéristique de l'équation homogène, alors rappelez-vous l'équation caractéristique de la solution homogène, voilà, c'est R au carré plus 2 gamma R plus oméga 0 au carré égale à 0. Alors on cherche, c'est-à-dire nous proposons une solution particulière sous la forme Q de nx exponentielle alpha de x. C'est-à-dire on va chercher une solution qui est le produit d'un polynôme du même ordre que celui dans la fonction f de x multiplié par exponentielle alpha de x. Et c'est justement pour cette raison que on appelle cette solution une solution particulière, puisque on a nous-mêmes choisi de prendre la même structure de f2, f de x. Voilà, on a choisi de suivre le f de x. Voilà, un polynôme fois f de x, c'est un polynôme multiplié par exponentielle. Alors on a choisi une forme qui est semblable. Voilà, c'est pour ça on l'appelle une solution pas particulière. Voilà. Alors maintenant, si alpha est une solution simple de l'équation caractéristique de l'équation homogène, on cherche une solution particulière sous la forme y étoile égale à x, c'est-à-dire on multiplie par x un polynôme du même ordre fois exponentielle alpha de x. Alors bien sûr, si vous voulez voir la démonstration ou bien la source de laquelle on a c'est-à-dire la raison pour laquelle on a choisi cette solution, vous pouvez voir dans le livre, dans la démonstration. Voilà. Mais puisque c'est pas un cours de maths, on va juste prendre les résultats mathématiques. Voilà. Maintenant, si alpha est une solution double de l'équation caractéristique de l'équation homogène, alors on cherche une solution particulière sous la forme x au carré qn de x exponentielle alpha de x. Mais on peut se demander à ce niveau-là que puisque nous on a une solution, une équation différentielle de cette forme, quelle relation avec ces résultats mathématiques tirés du livre? Alors, la première différence que vous devez voir, c'est que la fonction ici, la variable indépendante, c'est plutôt le temps et non pas x, puisque ici, phi de t représente l'évolution de l'écartement du disque par rapport à l'équilibre dans le temps. Et aussi, on a le second membre qui est sous forme de sinus oméga de t, alors qu'ici on a exponentielle alpha de x. Alors quelle relation ou quel rapport entre ces deux situations? Comment, c'est-à-dire, je peux poser la question d'une autre manière, comment peut-on profiter de ces résultats pour résoudre cette équation différentielle de notre système? Donc pour cela, on va imaginer que notre système n'est pas soumis à une excitation sinusoïdale qui s'écrit sous cette forme sinus oméga de t, mais plutôt il est soumis à un moment qui est égal à m0 exponentielle g oméga de t, c'est-à-dire un moment complexe. C'est pour ça que j'ai mis le tilde ici. Alors rappelez-vous que dans le laboratoire, quand vous allez appliquer un moment sur une force, le moment que vous allez l'appliquer, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'il est mesurable. Mais ici, on va
contourner, c'est-à-dire bien utiliser une astuce mathématique qui est souvent utilisée, c'est de passer à l'écriture exponentielle, mais qui va nous servir c'est-à-dire à avoir la solution particulière de cette équation en partant de ces formes. Alors, il suffit de me suivre. Alors, c'est une astuce, rappelez-vous, c'est une astuce mathématique parce qu'il n'y a pas de force dans la réalité, il n'y a pas une force qui est complexe, mais c'est juste une astuce mathématique. Alors, puisque le système est soumis cette fois-ci à un moment complexe, différent de celui-là, voilà. Alors bien sûr, la solution ne sera plus la même que si on avait un système soumis à une force sinusoïdale. C'est pour ça que j'ai changé de solution, et puisque c'est un moment complexe, l'équation ou la solution doit être complexe. Je vais changer de notation. D0 exponentielle G oméga de T. Mais rappelez-vous que exponentielle G oméga de T, c'est cosinus oméga de T plus J sinus oméga de T, la fameuse formule de l'air. Voilà. Alors, bien sûr, si vous allez voir ici, par identification, c'est-à-dire si on compare cette expression, cette équation plutôt avec celle-là, voilà. F, voilà, f de x, vous allez, et si f de x est, voilà, est donné par cette expression, vous allez voir que ici on peut mettre m0 et ici exponentielle j oméga de t. Alors par identification on va voir que alpha c'est j oméga et pn de x égale à m0. Alors, puisque m0 c'est une constante, voilà, puisque m0 est une constante, alors on doit dire que on est en présence d'un polynôme d'ordre 0, puisque c'est une constante. Voilà. Alors, par identification, voilà, on doit dire que le alpha c'est j de oméga et le polynôme Pn de x égale à d0. Alors, on doit s'assurer tout d'abord que alpha n'est pas solution de l'équation caractéristique correspondant à la solution à l'équation homogène. Voilà. Alors pour s'assurer, il suffit juste de remplacer j oméga ou bien r par j oméga. Voilà. J oméga au carré plus 2 gamma j oméga plus oméga 0 égale à 0. Bien sûr, cela nous donne oméga 0 au carré moins oméga au carré plus j 2 gamma oméga égale à 0. Alors un nombre complexe qui est égal à 0, c'est que sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire égale à 0, ce qui donne oméga égale à oméga 0 et en même temps gamma oméga égale à 0. Alors bien sûr, on peut avoir gamma égale à 0 comme on peut avoir oméga égale à 0, mais vous devez remarquer que oméga n'est pas égal à 0, puisque oméga égale à oméga 0, et oméga 0 c'est l'équation, c'est la pulsation caractéristique du système qui ne doit pas être nulle. Maintenant, la seule possibilité c'est que gamma égale à 0. Alors, on conclut que en dehors de ces conditions, c'est-à-dire lorsque oméga égale à oméga 0 et gamma égale à 0, j oméga n'est pas solution de cette équation caractéristique. Alors cela nous permet de proposer une solution de phi tilde t égale à P0. Alors je devais écrire ici Q0 parce que P0 c'est le f de x. Alors, puisque P0 est une constante, alors je peux le mettre sous cette forme A tilde exponentielle J oméga de T. Avec A tilde, bien sûr, c'est un nombre complexe qui peut s'écrire sous cette forme A
exponentielle J phi. Voilà. Voilà, c'est la solution qu'on peut proposer au système soumis à une force exponentielle J oméga de t. Mais ayant cette solution, on peut se demander, mais quelle relation avec la solution qu'on doit chercher pour notre système qui est soumis à une excitation réelle, M0 sinus oméga t. En effet, puisque phi est une fonction complexe, il est possible de la mettre sous la forme, voilà, c'est tout nombre complexe peut se mettre sous cette forme, sa partie réelle plus sa partie imaginaire. Bien sûr, phi de r dépend du temps et phi de i dépend du temps aussi. Voilà. Alors maintenant, si on remplace cette expression dans l'équation différentielle du système, voilà, la dérivée deuxième, la dérivée première, la fonction elle-même égale à d0 cosinus oméga t plus j d0 sinus oméga t. On a utilisé la formule de Bert. Voilà. Et on a, puisque, alors on va réarranger l'équation en mettant les termes réels de ce côté-là, plus j, la partie imaginaire, égale à d0 cosinus oméga. Alors par identification, la partie réelle ici va être égale à la partie réelle ici. La partie imaginaire ici va être égale à la partie imaginaire. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie imaginaire, puisque ça donne ça. Et rappelez-vous ce que c'est là exactement l'équation différentielle non homogène qui représente l'évolution de notre système, puisque ça représente un système soumis à un moment égal à d0 sinus oméga t. Et comme vous l'avez remarqué, cela nous a permis de tomber sur l'équation différentielle. Alors comment avoir la psi de i, c'est-à-dire la fonction, la solution de notre équation différentielle. Voilà. On a phi de i qui est la partie imaginaire de phi tilde. Alors la solution elle est égale à a tilde exponentielle j oméga de t, puisque a tilde égale à a j phi, je l'écris ici, et j'aurai la partie imaginaire de a exponentielle j oméga de t plus phi qui est égale à a sinus oméga de t plus phi. Tout simplement, on a la solution particulière de l'équation différentielle non homogène de notre système qui peut se mettre sous cette forme, a sinus oméga t plus phi. Donc a et phi sont des constantes, bien sûr, à définir tout à l'heure, mais le résultat ici, c'est que on peut mettre la solution de notre équation sous cette forme, avec bien sûr oméga, c'est la pulsation du moment externe. Voilà, ceci est une solution particulière de l'équation différentielle ci-dessus. Et comme on a déjà dit, c'est que à chaque fois qu'on a une solution particulière, on doit toujours la rajouter à la solution homogène. Et je donne ici là les solutions dans les trois types de mouvements. Un mouvement apériodique plus A sinus oméga t. Un mouvement critique plus la homogène plus particulière. Homogène plus particulière pour le système oscillatoire A amorti. Voilà. C'est la solution G générale. Alors, chose importante ici, je dois la mentionner, c'est que les constantes C1, C2, C et θ, voilà, C1, C2, C1, C2, C et θ sont définies par les conditions initiales qu'on doit appliquer au système, alors que A et Phi sont des constantes qui ne seront pas définies par les conditions initiales, mais on va voir comment on va les définir. Voilà. Alors souvent on dit dans c'est-à-dire le côté physique, on dit que
si on donne au système des conditions initiales, alors avec le temps, il va oublier ces conditions initiales. Voilà. C'est juste pour donner une idée, c'est pourquoi on ne va pas utiliser les conditions initiales pour trouver les valeurs de A et de phi. Alors, je vous donne ici une manière de procéder, c'est-à-dire dorénavant, si jamais vous aurez un système qui est soumis à une force sinusoïdale ou même une somme de force sinusoïdale avec la même pulsation oméga avec deux coefficients indifférents, alors il faut toujours chercher la solution particulière sous cette forme A sinus oméga de t plus B cosinus oméga de t si J oméga n'est pas solution de l'équation caractéristique. Maintenant, si J oméga est solution de l'équation caractéristique, alors vous pouvez proposer une solution de cette forme T fois la solution, cette solution. Bien sûr, dans notre cas, nous avons un sinus, c'est-à-dire que le n ici est nul. Voilà. Et le g de oméga n'est pas solution, on peut vérifier. Alors, dans ce cas-là, on doit proposer une solution sous cette forme A sinus oméga de t plus B cosinus oméga de t. Alors, il faut faire attention, vous pouvez penser que si on avait n égale à 0, alors on n'a pas besoin de mettre le terme B cosinus oméga de t, et B non, il faut le rajouter quand même. Maintenant, on peut passer de cette expression avec deux amplitudes à une expression plus agréable c'est-à-dire qui donne juste une seule amplitude en faisant la transformation suivante. Alors bien sûr, c'est une astuce que j'ai utilisée dans les vidéos précédentes. Alors je multiplie, je divise par racine carrée de A au carré plus B au carré. Voilà, je me retrouve avec ces deux termes-là. Alors remarquez que ces deux termes-là, la somme des carrés de ces deux termes égale à 1. Ce terme-là au carré plus ce terme-là au carré égale à 1. Voilà. Alors, ce qui me permet de faire là un changement de notation. Alors, je passe au cosinus phi et sinus phi. Alors, je peux choisir ce terme-là comme sinus phi, ce terme-là comme sinus, moins cosinus. Moins, je peux rajouter moins ici, voilà. J'ai 4 choix plutôt. Mais moi, dans ce cas-là, j'ai choisi cette notation cosinus phi et moins sinus phi pour qu'il me donne cette expression sinus oméga t cosinus phi moins cosinus oméga t sinus phi, avec un c bien sûr le racine carrée de a. Ce qui me donne c'est sinus oméga t moins phi. Alors remarquez ici que on a un signe moins ici, alors que dans la solution précédente on a eu sinus oméga de t plus phi. Alors mathématiquement ça donne la même chose, sauf que en physique on choisit plutôt, bien sûr vous pouvez trouver les deux solutions dans des bouquins différents, mais ça représente la même chose, sauf que d'un point de vue physique, on insiste, en utilisant le signe moins, on insiste sur le fait que la réponse du système est en retard par rapport à l'excitation. C'est pour ça qu'on met ce signe moins. Maintenant, passons à la méthode pour calculer les A et le phi. Bien sûr, comme je l'ai dit, le A et le phi ne sont pas définis par les conditions initiales. Alors comment faire? Alors, on va prendre la solution particulière que nous avons proposée, voilà, A sinus oméga t moins phi, et on va tout simplement la remplacer dans l'équation différentielle de notre système. Bien sûr, je rappelle ici D0 égale à M0 sur IZ. Alors bien sûr, si je dérive deux fois ici le sinus,
pouvez tomber sur le même sinus avec un moins oméga au carré, voilà. On a phi, c'est le sinus, alors voilà, plus oméga 0, mais avec une dérivée première, c'est que le sinus va aller vers le cosinus, voilà, cosinus t0. Bien sûr, ici, sinus oméga de t moins phi, c'est, je peux l'écrire sous cette forme, voilà. Et le cosinus, je peux l'écrire sous cette forme, voilà. Alors, vous avez ici des termes en cosinus, des termes en sinus, des termes en cosinus, des termes en sinus, et là, vous avez un terme en sinus. Maintenant, je vais regrouper les termes en cosinus ici, les termes en sinus oméga de t ici, égale à d0 sinus oméga de t. Alors, c'est une expression en cosinus et sinus qui est égale à une autre expression en sinus. Maintenant, par identification, je dois dire que ce terme-là, puisqu'il n'a pas un terme ici en cosinus, alors ça doit être égal à 0. Voilà, c'est cette équation-là. Et puisque ce terme-là a un terme qui est égal à, qui est facteur de sinus oméga de t, qui est égal à t, je dois écrire que ce terme-là doit être égal à d0. Alors vous pouvez voir cette identification comme si vous travaillez avec des vecteurs. Alors vous savez bien que si on a deux vecteurs, c'est-à-dire décomposés sur une base orthonormée, deux vecteurs égaux veut dire que leurs composantes par rapport à chaque direction sont égales. Sauf que ici on a des cosinus et des sinus, des fonctions, non pas des vecteurs, mais c'est la même chose. Alors, maintenant vous avez ces deux équations. Alors déjà, de l'équation 1, vous avez, si on divise ici par sinus, par cosinus, on divise par cosinus, on va remettre ce terme de ce côté-là. On tombe sur tangente phi égale à 2 gamma oméga sur oméga au carré moins oméga 0 au carré. Bien sûr, j'ai rajouté ici oméga, phi qui dépend de oméga, puisque effectivement il dépend de oméga, puisque oméga, on peut la varier, c'est-à-dire qu'il va changer la valeur de oméga, comme si on a une fonction qui dépend de oméga. Alors, bien sûr, gamma oméga 0, on peut les changer, mais c'est des facteurs caractéristiques du système. Bien sûr, ici, A ne doit pas être différent de 0, sinon, si A égale à 0, il n'y aura pas de mouvement. Voilà. Maintenant, pour le A, on va le tirer de l'équation 2. A, bien sûr, égale à D sur cette expression-là. Alors, bien sûr, je rajoute aussi ici oméga, puisque, effectivement, il dépend de oméga. Voilà. Bien sûr, j'ai toujours un problème avec ces cosinus et ces sinus, puisque j'ai une expression de tangente phi, et je peux, avec des manipulations algébriques, se débarrasser de ces constantes sinus phi et sinus phi. Alors, je procède de la manière suivante. Je divise le numérateur par cosinus phi et le dénominateur par cosinus phi. Alors, bien sûr, cos phi. Maintenant, si je divise le dénominateur par cos phi, ça va donner 1 ici. Ça va donner tangente phi ici. Voilà. Rappelons que 1 sur cos phi égale à racine carrée de 1 plus tangente au carré phi. Mais on a déjà tangente phi. Voilà. On peut l'utiliser ici. Voilà. Alors A égale à D0 racine de 1 plus cette expression au carré. Et le dénominateur c'est oméga 0, oméga moins oméga 0 plus, voilà, c'est plus ça. Bien sûr, après réarrangement, on trouve cette expression-là. Alors, heureusement pour nous, c'est que ce terme-là égale à ce terme-là, ce terme-là égale à ce terme-là. Alors, nous avons
Et après manipulation, on se retrouve avec l'expression de A, l'amplitude du mouvement en fonction de oméga qui est égal à D0, bien sûr D0 c'est M0 sur Z, sur la racine carrée de oméga au carré moins oméga 0 au carré, plus 4 gamma au carré, oméga au carré. Et enfin, la solution particulière qu'on a cherchée égale à M0 sur IZ, bien sûr 1 sur racine carrée de cette expression, fois sinus oméga t moins phi, bien sûr phi qui dépend de oméga. Merci.